Voilà, Sébastien, John. Je vais vous laisser vous présenter. Alors effectivement, on va parler de donner au service d'une viande de qualité et adaptée aux attentes. On va faire un focus un peu plus spécifique sur une autre approche, mais vous allez voir, tout est lié. Mais avant, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je vais te laisser présenter, John. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle John Besharani. Alors, je suis chercheur à Bordeaux Sciences Agro et ma thématique principalement, c'est comprendre plus comment les pratiques d'élevage impactent sur la qualité de viande et comprendre quels sont les enjeux actuels pour pouvoir booster le consommateur à consommer un produit de meilleure qualité. D'accord. Merci, Sébastien. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Sébastien Lé. Je suis enseignant-chercheur depuis 25 ans à l'Institut Agro. Et je suis également responsable d'une SPE qui n'est pas très connue. Elle est assez unique à l'Institut Agro Rennes-Angers. Donc, je suis responsable de la SPE Sciences des données. Voilà. Et donc, ça fait également 25 ans que je travaille dans le traitement des données sensorielles. Alors merci, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va un peu travailler, enfin on va faire un petit zoom sur la viande parce que finalement la viande est un des aliments les plus complexes en termes d'analyse à estimer, et c'est vrai que pour l'instant on sait qu'un morceau de viande ne va pas être apprécié de la même façon selon les consommateurs, et donc on va essayer de voir un peu plus comment d'une méthode empirique on peut aller sur une méthode un peu plus assistée par l'intelligence artificielle. Et John, je voulais poser une première question. Avant de parler des différents éléments, finalement, comment on évalue, quels sont les facteurs importants pour déterminer la qualité et comment dans ton école, vous prenez en compte cet élément? Alors, c'est une question très importante parce que déjà, il faut savoir que quand on va acheter un produit, on se base principalement sur de labels, sur la traçabilité d'un produit. Mais le réachat d'un produit, il se base tellement d'une satisfaction d'un consommateur à avoir aimé ce produit-là. Et donc, le consommateur, on essaye à l'école de Bordeaux Sciences Agro de faire ce qu'on appelle des évaluations sensorielles. Alors, c'est quoi les évaluations sensorielles? C'est principalement, on utilise nos sens pour pouvoir apprécier un goût. C'est-à-dire, on forme nos élèves ingénieurs dans lesquels ils vont assister à des différentes séances pour évaluer à la viande la tendreté, la jutosité et la flaveur. Et aussi, on appelle ce qu'on appelle l'appréciation globale. Et l'idée derrière, c'est qu'on essaye de voir les différents modes de conduite des animaux pour voir comment le consommateur apprécie finalement ce côté sensoriel, ce goût, en fonction des différents facteurs qu'on a. Et donc effectivement, tu viens de présenter les différents éléments. Est-ce que finalement, quand on évalue la viande, est-ce qu'il y a des facteurs plus importants que d'autres ou il faut tous les prendre en compte de la même façon? Alors, c'est une excellente question. Dans la recherche, ça fait 25 ans qu'on travaille dessus et on a tellement fait des progrès dessus. Au départ, on regardait les choses d'une manière un peu plus monofactorielle. Ça veut dire on pensait que juste c'est la race ou bien juste c'est l'alimentation qui jouait principalement sur la qualité sensorielle finale. Mais après, on a pu comprendre que la qualité de viande, c'est un déterministe multifactoriel. Ça veut dire qu'il dépend de multifacteurs en même temps. On parle par exemple déjà du mode d'élevage. Quand on parle de mode d'élevage, on parle plus par exemple sur l'alimentation de l'animal, la durée de la finition et la qualité de l'alimentation. Plus l'animal ingère par exemple des aliments plus riches en énergie, plus il a du persillé, ça veut dire le gras intramusculaire. C'est le gras que vous voyez dans la viande, la couleur blanche, qui permet de plus apprécier un certain goût. Aussi, vous avez la race, bien sûr, et vous avez le type d'animal, ça veut dire une génisse. Elle a une différente qualité sensorielle par rapport à un jeune bovin ou une vache en réforme. Et aussi, le deuxième trait qui est assez important de comprendre et qui est un peu une résultante à cela, c'est que pour comprendre comment les modes de conduite impactent sur la qualité sensorielle, finalement, on a la structure des types caractéristiques musculaires, c'est-à-dire quand on parle des fibres musculaires, quand on parle de gras intramusculaire, ce sont des facteurs qui se modulent par rapport aux pratiques d'élevage. Et finalement, leurs variations vont impacter fortement ce qu'on appelle la tendreté
la jutosité et la flaveur. Alors effectivement, là, on est rentré dans des éléments très, très spécifiques. Donc on a compris qu'il y avait différents facteurs. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce que, par exemple, entre le moment où la viande arrive chez l'éleveur, elle va à l'abattoir, pour mesurer ces éléments, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la chaîne de traitement pour dire, tiens, je vais avoir les meilleures données sur la qualité, ce persillé de la viande? Est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce qu'il y a des stratégies pour avoir des parties plus documentées ou pas? Alors ça, c'est un grand enjeu actuel dans notre société. Actuelle parce qu'on a ce qu'on appelle un manque d'informations en amont de l'élevage. C'est-à-dire, quand on parle d'alimentation, on n'a pas vraiment des données chiffrées sur cela. Mais par contre, ce que je peux donner une garantie plus ou moins assez importante, un lien qu'on connaît après l'abat de l'animal avec la qualité sensorielle, c'est le persillé de la viande. C'est-à-dire, c'est le gras, quand on abat l'animal, on coupe la 5e côte, on évalue ce qu'on appelle le persillé de la viande. Et c'est un trait qui est fortement relié à la jutosité, à la flaveur, au goût de la viande. Et ce paramètre-là, il y a plein d'études qu'on essaie d'effectuer pour mieux valoriser la prédiction dessus. Mais c'est toujours en cours de développement en Europe. D'accord. Alors, merci John. Donc, on a vu effectivement une première introduction sur ces aspects prédictifs de la qualité de la viande, avec notamment ce fameux persillé qu'on connaît tous sur la qualité de la viande. Sébastien, on va plutôt avec toi voir quelles sont les méthodes de traitement des données qui sont liées à ces éléments. Donc on est sur des éléments comme a présenté John. Mais toi, sur ta partie, comment on évolue, on travaille sur cette partie, voire même sur une industrialisation des données? Ouais, alors, comme on est dans le cadre de compétences agro, je veux quand même préciser que, évidemment, les méthodologies, elles ont énormément évolué depuis 25 ans. On évolue avec ces méthodologies et en fait, maintenant, il y a un mot-clé, il y a un mot qui fait le buzz un peu partout. C'est ce qu'on appelle de l'AI générative et puis après, c'est ce qu'on appelle les réseaux neurones. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui reposent en ce moment sur les réseaux neurones et notamment sur les réseaux neurones convolutionnels. Donc il y a un autre mot-clé, il y a réseau de neurones et après il y a convolution. Vous allez chercher ce que ça veut dire dans le dictionnaire, c'est pas très compliqué, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que en fait, les machines arrivent à analyser les images. D'accord? Donc quand je prends l'exemple de John avec sa viande, en fait, le persillé, il est dans un endroit très particulier de la coupe. Il est dans un endroit, en fait, donc c'est des fibres intramusculaires. Et donc, on va utiliser 2 types de réseaux de neurones. On ne va pas rentrer dans la technique, mais on va utiliser un premier type de réseau de neurones qui va identifier la zone dans laquelle on va essayer de mesurer le persillé. Donc ça va être un premier type qui fait de la segmentation d'images. Donc elle va identifier la zone. Et puis après, le deuxième type de réseau de neurones, en fait, à partir de cette zone qui a été identifiée, elle va essayer de prédire la valeur de persillé. Donc un premier type de réseau de neurones pour segmenter une image. Et donc en fait, les machines voient, mais ça vous le savez depuis longtemps. Sauf qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elles apprennent à voir par elles-mêmes. Donc en fait, ce qui a changé depuis ces 10 dernières années, c'est que on est passé de ce qu'on appelle le machine learning au deep learning. Et donc ça veut dire que les machines, une fois qu'on les a un petit peu entraînées, en fait, peuvent identifier par elles-mêmes les zones d'intérêt. Donc on renseigne simplement les zones d'intérêt et en fait elles apprennent sur ces mêmes zones d'intérêt et ça c'est un peu spectaculaire. Alors, effectivement, on est rentré dans le détail. Là, je suis vraiment désolé. Non, mais alors, je vais juste reposer une question. Effectivement, John a expliqué que pour persiller de la viande, on sait que c'est un moment de l'abattoir sur la 5e côte, je crois. Enfin, voilà. Mais concrètement, par rapport au deep learning ou par rapport à ces machines, ça se traduit comment? C'est-à-dire, c'est des caméras, sur une chaîne industrielle, ça se matérialise comment? Alors, c'est ce dont parlaient nos camarades. En fait, c'est des applications, donc soit des photos, c'est de l'image, soit des caméras. Donc, en fait, vous pouvez vous imaginer sur une chaîne de production avec une caméra à la verticale et en fait on va avoir des prises d'images au fur et à mesure et chacune de ces images va être analysée. Et les temps de calcul sont évidemment de plus en plus rapides. Le temps d'identification de la zone est extrêmement rapide et l'algorithme qui permet d'évaluer la valeur de persillé est également assez rapide. Donc c'est très accessible. Donc c'est pas que de la fiction, c'est pas que du laboratoire, ça se fait sur une chaîne de production. Alors effectivement, tu l'as dit très justement, c'est pas que du laboratoire, mais finalement,
quels sont les défis d'appliquer cette méthode en milieu industriel? Parce qu'il doit bien y avoir des défis, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte industrielle où il faut quand même qu'il y ait des éléments. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a une vitesse à respecter? Est-ce qu'il y a des défis encore sur cette technologie pour faire en sorte que la machine ait le temps d'emmagasiner les données? Alors, je pense qu'il y a un premier défi, en fait, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est un défi humain. Il faut qu'en fait les gens adhèrent à ça. Donc c'est pas le tout d'avoir une technologie si les gens n'adhèrent pas, si les gens n'ont pas confiance, si on ne fait pas travailler les équipes et si on ne les fait pas monter en compétences. En fait, c'est un défi, on va dire, d'acceptabilité. Donc une fois que vous avez une technologie, en fait, il y a un effort pédagogique qui consiste à dire aux équipes qui travaillent là, sur l'évaluation de la qualité qu'effectivement ce que rend la machine, même si on a du mal à le comprendre, eh ben, c'est plutôt bien fait. Et donc en fait ça on peut le montrer de façon empirique. Et puis après ce défi d'acceptabilité, c'est aussi faire comprendre qu'à un moment les gens, il faut peut-être faire évoluer leur métier, les faire travailler différemment. Et de toute façon, moi je pense quand même que la machine ne pourra pas remplacer, même si ces taux de prédiction sont vraiment excellents, elle ne pourra pas remplacer l'humain et elle ne pourra pas remplacer le travail en équipe. Je pense qu'il faut garder cette idée que la machine, enfin l'intelligence artificielle est au service de la production de qualité et ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Voilà. Donc finalement, c'est un peu comme tout à l'heure, finalement on parle d'intelligence artificielle et on est en train de dire que pour qu'il y ait une sorte de forme de confiance avec la donnée numérique, on n'a jamais eu autant besoin de communiquer directement les uns avec les autres. Alors la raison elle est simple, c'est qu'en fait cette intelligence artificielle, en fait il y a un domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle de l'interprétabilité. Ça veut dire qu'en fait elle vous rend une réponse, mais si vous ne savez pas pourquoi elle a rendu cette réponse-là, en fait, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Votre cerveau refuse de lui faire confiance. Donc, à un moment, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a rendu cette réponse-là. Et en fait, c'est pas parce qu'on vous donne une matrice de chiffres qui constitue les poids qui lui ont permis de calculer que vous allez plus faire confiance à sa réponse. Donc, c'est pas parce qu'une personne vous prédit bien les choses que pour autant, votre besoin de comprendre son mécanisme de décision n'est pas important. Donc, vous avez besoin de comprendre son mécanisme pour pouvoir travailler avec. Donc finalement, là, on revient presque à la psychologie humaine, de bien comprendre les mécanismes de confiance qu'il peut y avoir. Ça, c'est obligatoire. Ok. Voilà. John, par rapport à ce que dit Sébastien sur cette robustesse des données qui sont fournies, si on revient un petit peu à cet élément de la qualité, est-ce que les données permettent-elles aujourd'hui de garantir la qualité sensorielle? C'est-à-dire qu'on a différents éléments. Est-ce qu'on pourrait placer le curseur? C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore à l'étape d'appréciation améliorée, où on est vraiment sur une robustesse des données? Et c'est-à-dire que vous, sur cette partie, est-ce que ces données vous permettent d'avoir un spectre qui permet d'être sur comme vous l'étiez précédemment, sur une méthode empirique? Alors actuellement, en fait, on essaie de plus. Le Persillé, par exemple, c'est un projet que Bordeaux Sciences Agro a commencé à travailler dessus depuis janvier. Et on a récolté pas mal de données dessus. Et en fait, une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que quand on veut créer surtout un modèle de ce style-là, il faut avoir des données assez propres et avoir une expertise avant de pouvoir commencer à entraîner le modèle. Mais ensuite, comme Sébastien vient de dire, parfois c'est pas si évident, surtout à l'œil nu. Et ça, c'est un problème, même les experts, ils ont un problème avec. C'est que, à la suite, par exemple, disons quand on prend une viande qui est très persillée, l'inconscience humaine a on a la tendance à noter un peu plus ou un peu moins en fonction des 10 derniers produits qui ont été notés. Et du coup, là, la machine joue un rôle assez important parce que ça permet de mieux stabiliser les résultats, avoir une meilleure confiance et répétabilité aux résultats. Et c'est une chose qui est en cours et on travaille dessus actuellement. Donc effectivement, finalement, c'est un complément ou c'est même un garde-fou qui permet de garder cette robustesse des données. En conclusion, on a parlé de la qualité, mais finalement, on l'a évoqué tout à l'heure, on rumine à table, on est avec son assiette, etc. On a cette qualité de viande, mais finalement, il y a des goûts différents. Le consommateur français, japonais, brésilien va pas forcément avoir les mêmes attentes. Et par rapport à ces critères, finalement, est-ce qu'on est sûr que ça restera toujours au service du consommateur, toujours au service de ses attentes, qui finalement, on revient à ce thème, c'est vraiment le premier élément. Donc voilà, en conclusion pour chacun de vous. En fait, on l'espère. En fait, l'idée, c'est de bien nourrir les gens et donc c'est de leur faire plaisir avant tout. Donc, encore une fois, sans l'interaction homme-machine, on n'aura jamais de bons produits pour le consommateur.
Donc il y a forcément un moment où en fait on prendra en compte les spécificités culturelles et donc on fera un produit pour les Français s'ils veulent tel type de persillé, pour les Japonais s'ils veulent tel autre type de persillé. Donc en tout cas on espère que ça n'ira pas dans un espèce de goût universel. D'accord. D'après aussi, je me rappelle récemment, on a fait des études aussi dessus. Même si on prend un peu plus compact, à l'échelle européenne, le consommateur a des goûts différents par rapport au niveau des pays. Et c'est pour cela, je trouve que c'est assez pertinent que quand on veut évaluer la qualité sensorielle, prendre en considération bien sûr le type de consommateur. Mais ce que je peux garantir, c'est que cette démarche-là a été déjà appliquée dans différents pays comme la Chine, la Nouvelle-Zélande. Et ça a montré que le consommateur a de plus en plus confiance avec le produit. Il a ce qu'on appelle une satisfaction achat, qualité, prix. Et ça, c'est une chose qu'on souhaite garantir aussi en France. Bah, très bien. Donc, merci John, merci Sébastien pour ce zoom. Hein. C'est très très rapide, mais effectivement, merci pour cet aspect à la fois très technique, mais finalement, on revient toujours sur notre assiette et sur notre consommateur. En tout cas, merci à vous pour votre expertise. Et puis, alors, ça va très vite, mais tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'échanger. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi de pouvoir les voir. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir.